J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Merci d'être venu. C'est dégueulasse. C'est le rapport? Vous n'êtes pas censé y avoir accès, c'est confidentiel. Ouais, c'est surtout calomnieux et diffamatoire. S'ils maintiennent la sanction, j'attaque en justice. Mise en danger de l'ordre républicain, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et tout est à l'avenant. Et nos auditions, c'est consigné où? Non, mais ils ont rien gardé. Faut croire que c'est pas ça qu'ils voulaient entendre. Bah, enfin, ils voulaient entendre quoi, merde? Ils étaient censés faire un audit sur la nécessité ou non de créer le poste. Eh ben, c'est pas comme ça que ça s'appelle à l'arrivée. Rapport sur la manière de servir de monsieur. Mais j'hallucine. Des inspecteurs de l'éducation nationale ont le droit de faire ça. Ils ont le droit d'évaluer ma manière de servir. Pas celui de faire des faux. Des faux? Faux témoignages. J'ai montré à Valdec le paragraphe où il est cité, il n'a pas reconnu un mot de ce qu'il a dit. Bah, ils sont gonflés. Mais il peut contester. Il veut faire un démenti, mais vu que c'est censé être confidentiel. C'est pratique, hein. En fait, ils écrivent ce qu'ils veulent, quoi. Des trucs complètement infamants, ils sont en roue libre, vu que personne n'a le droit de lire. Sauf la rectrice. Ouais, qu'il a commandité. Et sans doute dicté dans les grandes lignes. Circuit fermé, pas de contrôle, pas de contre-pouvoir. C'est une lettre de cachet, ce truc. Et allez, direct à la Bastille. C'est une mutation, c'est pas une incarcération. C'est quoi? Ma nouvelle affectation. C'est une blague? Non. On s'en doute très bien, mais je vois pas en quoi je suis qualifié pour ça. Dans l'intérêt du service? Foutaise. Non, mais ça tient pas debout, là, son truc. Pas sur l'intérêt du service. On pourra pas argumenter là-dessus, enfin, pas avec les résultats qu'on a, nous. On a juste les meilleurs au niveau national. On a quand même suffisamment prouvé que nos critères et nos méthodes étaient ultra pertinents. Et c'est ça, justement, qu'ils ne supportent pas. Nos critères, nos méthodes. C'est pas conforme aux normes qu'ils pondent là-haut, dans leur bureau tout capitonné. Non seulement ils comprennent rien à ce qu'on fait sur le terrain, mais en plus ils veulent nous imposer leur manière, là. Leur process, c'est complètement aberrant. Sur le fond, elle a strictement aucun argument. Elle te met la pression, là, pour que tu rues un peu moins dans les brancards, pour te montrer qui commande. En fait, elle veut nous faire rentrer dans les clous. T'as rendez-vous avec elle? Je vais demander à être reçu. J'attends sa réponse. Faudra la jouer subtile, hein. Diplomate. Tu mets la rébellion dans le tiroir pendant quelques heures. Bah t'inquiète, je sais faire, je suis pas une tête brûlée. En fait, si brûlé, grillé, carbonisé, il est déjà complètement. L'institution veut sa peau, sans doute parce qu'il la dure la peau. Tanné par des années de lutte pour faire exister ce truc qui est toute sa vie, une formation d'excellence dans un quartier populaire. Un truc ambitieux et casse-gueule qu'il a bâti pierre par pierre avec une équipe de choc, un truc aux petits oignons. Mais c'était pas seulement sa peau à lui que le rectorat voulait. On a vite senti qu'à travers lui, c'était la formation qui était visée. Pas seulement la formation, d'ailleurs. Au fond, c'était politique, voilà. Ce qu'on faisait de nous, bah, ça mettait en œuvre une certaine vision de l'éducation. Ouais, c'était ça le problème, la vision. L'institution n'avait pas du tout la même que nous, donc c'est devenu une machine de guerre. Nous, bien sûr, on a fait corps, hein. S'il prenait la foudre, on la prendrait avec lui, pas de raison. Manif, pétition, lettres ouvertes, communiqué de presse. On a passé l'été à organiser la lutte, on s'est jeté là-dedans à corps perdu. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir, non? Quand, un peu moins d'un an plus tard, j'ai vu les images des pelleteuses qui démolissaient les cabanes à Notre-Dame-des-Landes, ça m'a fait un truc là, mais énorme. J'ai compris ce qui nous était arrivé à nous. Alors évidemment, ce qui nous était arrivé à nous, ça faisait moins de bruit, hein, c'était moins spectaculaire. Mais c'était pareil au fond. Le même saccage. Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné. Cette décision est logique au regard de l'impasse dans laquelle se trouve ce dossier. 50 années d'hésitation n'ont jamais fait une évidence. Cette décision est sans ambiguïté. Les terres retrouveront leur vocation agricole. Contrairement à ce que propose le rapport, elles ne seront pas conservées pour réaliser ultérieurement le projet. Les 3 routes qui traversent le site de Notre-Dame-des-Landes doivent maintenant être rendues à la libre circulation pour tous. Les squats qui débordent sur la route devront être évacués, les obstacles retirés, la circulation rétablie. À défaut, les forces de l'ordre procéderont aux opérations nécessaires. Hey, salut! À l'autre. Ah bah cache ta joie. Pardon. C'est quoi ton problème?
Je réfléchis, j'anticipe. Ça donne quoi? Une question. Maintenant que le non a gagné, qu'est-ce qui va se passer sans lui? Sans qui? Sans le non. Le nom? Le non à l'aéroport. Ah ouais? Bah oui, voilà, oui, il n'y a plus que le oui. Bah ouais. Oui, mais non. Le oui et le non, c'est les deux fils d'ADN de toute écologie de la lutte. Non à l'aéroport, oui à un autre monde. Non, oui, résistance, création, combat, Ouais, construction. mais là c'est plus facile, le combat on l'a gagné. Mais non, non, là il nous manque une jambe, le truc cloche, ça va marcher moins bien. C'est toi qui as un truc qui cloche, hein. T'as besoin d'être en colère pour avancer, là, d'avoir un ennemi, on dirait un ado en crise perpétuelle. Faut mûrir, hein. C'est toi qui es naïve. Tu vois pas ce qui se dessine. La récupération, la réglementation, on va se faire avaler par le système. C'est complètement pourri cette victoire. On fait la fête là. Au fond, ils nous ont tués. Tu t'y mets aussi, ça m'aurait étonné, tiens. Pourquoi tu dis ça? Parce que t'es encore plus taré que lui. T'es complètement sectaire, ça te rend malade, limite fasciste. Oh, tu te calmes, t'arrêtes tes délires. Je suis très calme là en fait. Ouais, je suis très Comment calme. ça, fasciste? C'était pas fasciste de refuser qu'Hélène soit hébergée à la Barbotine pour son enquête. Ah mais une nana du CNRS quoi, c'est pas la Gestapo, hein. Tu pouvais pas la laisser s'installer. C'était pas son enquête le problème, c'était ses antibiotiques. Elle sortait d'une bronchite carabinée, tu voulais quoi? Et puis on l'a laissé s'installer quand même, ta socioflic, on l'a pas expulsée. C'est quoi ton projet de vie là? On te laisse tous décimés par la première infection venue? On peut se soigner sans forcément faire un saccage à l'intérieur et à l'extérieur. Les antibiotiques, ça bousille tout ce qui est vivant. Ah. C'est pas compliqué, c'est écrit dessus. Antibiotiques. Eh ben ouais, non seulement ça te bousille la flore intestinale, mais ensuite tu chies ça dans la nature. Pendant des semaines, tu chies le saccage. C'est comme si tu pétais de l'uranium. Non mais, ça va. 2 semaines d'antibio, c'est pas l'hiver nucléaire non plus. Mais tu le sais, toi. Oui. Tu le sais que tout est relié, enraciné, enchevêtré. Des cellules de tes doigts aux vers de terre dans ton potager, des arbres de la forêt de Roanne aux bactéries dans ton intestin. Bon, allez, venez plutôt voir ce que je vous ai ramené. Ouais, c'est Noël. C'est ta grand-mère qui t'a filé tout ça. Non, c'est sur la route du retour, j'ai fait le à la reine. J'ai fait la tournée des potes, les vides-greniers, les bouquinistes, et j'ai des merveilles pour le talus. Ah, T'as vu? Regarde. En plus, genre, ça m'a rien coûté. Enfin, une cagette de courgettes, quelques bocaux de pâté, et souvent, rien. Et quand je leur dis que c'est pour la ZAD, j'ai l'impression que c'est eux qui sont en dette envers moi. Envers nous, quoi. Ouais, ça c'est dingue. On finit par oublier ça. Hein. Quoi? Alors rapport à nous, est-ce qu'on fait là quoi? Moi, ce que j'avais oublié, c'est la laideur. Au bord de la route, là, les pavillons alignés, uniformément blancs, posés perpendiculaires, bien droits sur des pelouses, bien tondues, toutes du même vert pelouse, là, bien passées à la peinture industrielle monocouche, ça tue l'œil. Mais vraiment, je veux dire, la rétine s'ennuie, l'œil agonise, l'âme s'éteint, ça m'a complètement flingué le moral. Bonjour le mépris social. Hein. Je les méprise pas, je les plains. C'est pareil. On peut pas vivre comme ça, tout standardisé, c'est inhabitable cette vie-là. Ouais, mais ils sont quand même un sacré paquet à vivre cette vie-là, et puis c'est pas sûr qu'ils aient le choix d'ailleurs. Non mais c'est pas sûr non plus qu'ils en soient si malheureux, hein. Ni même qu'ils aient la possibilité de vouloir autre chose. Ouais, d'avoir le choix, c'est exactement Non, parce ce que que moi je je dis. parle en fait. d'éducation, Si, je parle bah pas oui, d'un bah choix pareil, comme en ça. fait. Moi, en on tout va cas, contredire. en revenant sur la zone, ça m'a fait tellement de bien de retrouver la beauté des choses ici. J'étais comme pleine de gratitude. Et tu sais, je suis allée poser mes mains sur le dôme tout rond. C'était doux, frais et granuleux. J'en ai ri. Qu'on ait eu l'idée de refaire un dôme. Après le référendum, c'est con, hein. Je rigole encore. Voilà, ça y est, j'ai fini. Enfin, c'est une première version, quoi. Ah, toi tu vas nous gratifier d'un poème. Une feuille de palabres. Ouais, alors attends, c'est une super idée. Mais d'abord, on voulait pas qu'on aille trinquer avec les agricultrices, les agriculteurs qui ont tenu avec nous. On va faire le tour des fermes là. On va... Elles paraissent farfelues, taquines et superflues. C'est sur les mauvaises herbes. Elles ne sont pas rentables ni confortables. Gênent la foulée des marcheurs en marche. J'ai compris. Empêchent le passant de passer, l'investisseur d'investir et le touriste de tourister tout triste. Mais elles sont envahissantes et tenaces. Comme la ronce, elles se répandent comme l'eau, elles suintent du vivant épidémique. Je tâtonne encore un peu. Hein. Mais il y a beaucoup de com, non? Ah, tu trouves? Ouais. Et quand le pouvoir entreprend d'en éradiquer les radicelles, il se prend les chenilles dans le bocage. Ça c'est joli. Croissant sans permission, elles sont dites adventices, persistent et persévèrent. Elles ne poursuivent qu'un seul objectif, leur devenir forêt.
car elles en sont les prémices. Elles deviendront ces arbres où tu poseras la main. Tu te tiendras debout comme un arbuste aux aguets, la paume à plat sur l'écorce. Je te secoue quoi là? Pardon. C'est très génial. Hein. Bah, j'ai pas fini. Non, mais j'y crois pas trop en fait. À notre devenir forêt. Non, mais ce que je sens, moi, c'est que de toute façon, tout ça, ça va devenir Boboland. Le Havre des néo-ruraux venus faire du savon bio pour tourisme vert. Non mais sois pas méprisant comme ça, les néo-ruraux ils galèrent assez pour pas se prendre ta condescendance en plus. Mais tout ce qui va rester ici, c'est des startups d'innovation paysanne cooptées par le capitalisme. Ce qui compte, c'est ce que tu crées, c'est pas l'étiquette que tu colles dessus. Hein. Alors si le capitalisme est assez intelligent pour valoriser des trucs qui font du bien à la terre et aux vivants, je vois pas pourquoi on gaspillerait notre énergie à lui voler dans les plumes. C'est lui qui nous les vole, les nôtres, de plumes. On était des oiseaux. Tu sais, si, des oiseaux, le ciel était à nous. Ils vont nous mettre en cage, dans des grilles, dans des cases, puis ils vont nous plumer, voilà, comme des poulets. On n'a rien. Qu'est-ce qui pourrait nous prendre? Notre révolte. Parce qu'on fait des tas de trucs ensemble, mais ce qu'on fait plus, c'est s'engueuler. Enfin, pas s'engueuler vraiment, hein. Parce qu'en même temps, c'est pas grave, il n'y a pas de gravité là-dedans. Hein. Tout ça, c'est du vent. C'est ça qu'ils disent les autres de nous autour. Ils disent tout ça, c'est du vent. Ils disent tout ce qu'ils savent faire, c'est se bouffer la gueule entre eux pour des conneries. Et moi, je ne crois pas qu'on se bouffe la gueule, hein. On bouffe la vie, hein. Au grand air. Pour ouvrir large, parce qu'on respecte chacun à notre manière. On s'autorise ça. Inventer notre manière. Chacun la sienne. Mais vraiment la sienne. Hein. Pas celle que les autres tout autour ont prévu pour toi. D'ailleurs, pas spécialement pour toi, ça n'a pas été prévu pour toi, parce que tu n'existes pas vraiment en tant que projet. Moi, je parle de ta manière à toi. C'est quoi? Ta manière à toi de vivre, d'embrasser le monde. Tu t'es déjà posé la question? Tu t'es déjà posé la question, toi? J'entends rien. Si tu commences à te poser la question, tout de suite, ça suspend le poids du monde autour, ça te fait comme une sorte de bulle. Et bien sûr, les bulles, ça va un peu dans tous les sens, c'est tellement léger, tu peux jamais savoir où ça va te mener. Ça fait un peu peur aussi, c'est pas du tout balisé, c'est tout l'intérêt. Comme c'est pas du tout balisé, il peut y avoir des accrochages. Ça bouscule pas mal, et ça s'engueule, donc. Parce que nos manières ne sont pas forcément faites pour danser ensemble. Mais il y a tellement d'air là-dedans. Tout à coup, tu vois vachement mieux. Tu vois que c'est tout autour, que c'est du vent. Rien que du vent mauvais, puis lourd surtout. Le poids du monde autour, tu vois que c'est une fiction. Une immense hallucination collective qui pèse sur des paupières fatiguées. Fatigué. Ouais, c'est 10 francs. Quand même. Mais t'es pas venu au cours d'allemand? Tu le prends ou pas là? Une réunion du groupe femmes. Tu le prends ou pas? C'est joli, hein. Bah c'est indien. Mais c'est cher. Bah c'est indien. T'en as pas d'autres, mais comme ça? Je sais bien, regarde. Je t'ai déjà dit, c'est des conneries d'acheter des trucs ici. Oh, je vends que des trucs jolis moi. Non, mais je parle pas de tes trucs à toi, je parle de tous ces stands là en général. Moi j'adore le souk. Je trouve ça beau. Puis c'est des occasions de faire des rencontres. Tu vois, Trouver des regarde pièces. là. Ah ouais, tu vois pas le problème. Un marché à la fac, le marché à la fac, et tout ce qui va avec. L'argent, la marchandise, les valeurs abstraites, le capital. Ouais, calme-toi, monsieur le petit bourgeois. Je viens de gagner ma vie, moi, je suis pas une gosse de riche, hein. Et d'où tu tiens que je suis un gosse de riche? Pardon? Et alors, c'était bien, le cours d'allemand? Il n'a pas eu lieu. Le cours d'Anna, elle est pas revenue? Si, mais elle a pas fait cours. Elle est allemande, tu sais, alors du coup... Oui, merci, on sait. Bah ça va, je raconte. Oui, bien sûr, c'est juste ta manière, ton côté je sais tout, je vous explique. Je peux continuer Je supporte plus. Allez, vas-y, raconte-nous. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Anna?
Eh ben, son titre de séjour est périmé. Ça, par exemple, je le savais, il fallait qu'elle aille à la préfecture pour le renouveler. Arrête de m'interrompre. Hein. C'est agaçant, hein. Bon, ce que tu sais pas, c'est que quand ils ont vu qu'elle était inscrite à Vincennes, ils l'ont envoyée au bureau des refus de séjour. Ils lui ont fait subir un interrogatoire. Ses activités politiques, celles des autres profs du département d'allemand, leur rapport avec les gauchistes... Attends, un interrogatoire, tu veux dire avec la lampe dans la figure, les coups de bottin et tout? Non, elle n'a pas parlé de torture ou de ce genre de choses. Mais ce qu'elle nous a dit, finalement, c'est pire. Ils lui font du chantage. Non, c'est dégueulasse, mais tu peux pas dire que c'est pire. Enfin, tu réalises, tu vois un peu les méthodes. Tu n'as pas à dire ce qui est acceptable ou non pour le corps de l'autre. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Hein. Tu as dit, c'est pire. Bon, ça consiste en quoi, le chantage? Il lui colle une amende de 500 francs. Sauf si elle balance tout, si elle informe la préfecture des activités politiques de la fac. Ils ont le droit de faire ça? Ils le prennent, évidemment, aucune trace écrite de tout ça. Elle a fait quoi? L'idiote, je suis au courant de rien, je suis ici pour travailler. Ouais, du coup, il faut qu'elle paye. J'ai proposé qu'on se cotise. Bah, avec quel argent, on n'a pas un radis. Hein. Parle pour toi. Ah! Tu vois, monsieur le petit bourgeois. Mais non, mais pas moi tout seul, hein, tous ensemble, à plusieurs, quoi. Ah oui, j'avais compris, une collecte. Oui, bah, tu sais, moi je passe beaucoup de temps ici. Hein. Je les vois, ceux qui font des quêtes, ça marche pas tellement. Hein. Non, mais pas une quête. Pas un truc de charité, c'est politique, là. Ah ouais, bien sûr, c'est politique, c'est toujours politique. Tout est politique. N'empêche que ça marche pas tellement. En fait, il faudrait faire une vente, fabriquer un truc un peu artisanal et puis on le mettrait en vente ici. Ah bah ouais, je ferai un petit peu de place sur mon stand, on dirait que c'est indien. Bienvenue au souk. C'est très drôle. Sinon, vous n'avez qu'à faire comme ceux d'avant à Tarzan, là, vous dévalisez une boutique de luxe, mais plutôt que de redistribuer aussitôt aux pauvres comme ils ont fait, et ben vous revendez le stock pour la cause. T'as vu ce qu'elle a pris l'autre pour sa petite virée chez Fauchon? Un enfer, elle a pris. Ah, c'est sûr que quand on veut faire des commandes au Robin des Bois, faut savoir courir vite, et puis courir vite, ça prend pas dans les beaux quartiers, hein. Bon, tu le prends ou pas? Faut que je plie, j'ai cours, moi. Je te le prends pour 5 francs, et je donne 5 francs à la collecte pour Anna. Ce sera notre contribution commune, je sais pas. Marché conclu, c'est vraiment parce que j'ai pas le temps. Merci. C'est quoi ton cours? C'est philo. Comme toi, dis donc. Ah, tu suis des cours d'Alain Badiou? Ah non, bah c'est bien, hein. C'est Jack Rancière. Théorie de la seconde étape du marxisme-léninisme, le stalinisme. Tu suis les cours de Badiou, toi? La science dans la lutte des classes. Ah, c'est drôle. J'aurais jamais cru que t'étais Mao. L'insulte pas, c'est un coco. Je t'accompagne. J'ai envie d'écouter Rancière. Alors comme ça, t'es coco, toi. UEC, je suis à l'Union des étudiants communistes. Et vous voulez qu'on vote à la fac? Élire un conseil d'université pour gérer le budget, c'est pas pactiser avec l'ennemi. Non, c'est accepter de co-gérer avec le pouvoir, celui qui met les nôtres en prison. On mange pas de ce pain-là, nous, c'est tout. Ouais, bah à la longue, plus personne ne mange. Que ça vous plaise ou pas, les profs ici sont payés par l'État. Tout le personnel est payé par l'État. Tout le financement vient du pouvoir. On l'aime pas non plus, ce pouvoir. Mais si on peut coopérer juste ce qu'il faut pour avoir les moyens de fonctionner... Mais les moyens de fonctionner, mais on n'est pas des machines. Je fonctionne pas, moi je coopère pas. Ici on invente, on expérimente, on explore. Tu les comprends, ces mots-là, vous complètement lobotomisés par tout parti. Tu peux gueuler, hein, et coller tes affiches dans le décor, vous êtes très fort pour ça, ça fait joli, hein. Seulement, que ça vous plaise ou pas, les élections, elles auront lieu. C'est la démocratie, c'est la représentation. Et si vous avez des trucs à dire, ben faut pas hésiter, vous avez qu'à présenter des candidats. On présentera aucun candidat et vos élections pour moi elles n'auront pas lieu. On balancera vos urnes par la fenêtre et les bulletins en vrac dans le ciel. On vous laissera pas foutre en l'air ce qui est en train de naître ici. Nos rêves ne rentrent pas dans vos urnes. C'est malin, bravo. Mais il m'a énervé. Ah ouais, c'est super. Donc, les communistes ont été mis au courant du projet de sabotage. Je réfléchis 2 secondes. Hein, ils se sont barricadés aux aurores dans le bâtiment E, ils ont rameuté toutes leurs troupes, organisé des élections éclairs. Quand les gauchistes, qui se lèvent pas de bonne heure, hein, c'est vrai, sont arrivés pour mettre à sac le bureau de vote, eh ben c'était trop tard, voilà, le scrutin était terminé. Seuls 7% du corps électoral s'était exprimé, mais c'était réglementaire. Le conseil d'université était élu. Majoritairement composé de communistes, il serait l'interlocuteur privilégié du ministère pour le pilotage du budget de la fac. Pour beaucoup de Vincennois, c'était la fin de l'expérimentation, la fin de l'invention, de la liberté. Une normalisation fatale. Mais bon, une normalisation qui n'allait pas empêcher la fac de Vincennes de connaître encore 10 ans d'aventure et pas mal de péripéties. Hein? En fait, je me demande là, peut-être qu'il y a pas mal de gens qui comprennent pas du tout de quoi on leur parle. Hein. Non mais je sais pas, les plus jeunes par exemple, est-ce qu'ils savent qu'il y a eu une fac à Vincennes et comment elle est sortie de terre quelques mois après les événements de mai 68?
Non mais t'as raison, peut-être qu'il y en a qui savent pas, parce que... Bah, surtout qu'à Vincennes, maintenant, à la place, dans le bois, il y a une clairière. Avec rien, en fait, t'as juste une clairière, quoi. Parce que la normalisation, c'est un truc dont on ne mesure pas du tout les conséquences si on ne voit pas l'enjeu dès le départ. Non mais bien sûr, t'as raison, faut expliquer. Très vite, parce qu'il ne faut pas non plus ennuyer ceux qui savent déjà. Ah oui. Bon, donc, en mai 68, il y a mai 68, hein, on va pas revenir là-dessus. Le truc affole le pouvoir, qui sent qu'il doit répondre aux revendications exprimées pendant les événements, notamment celles des étudiants. Ouais. Donc, en octobre 68 est promulguée la loi Edgar Faure, qui institue l'autonomie administrative, pédagogique et financière des universités. Ça ouvre la voie à la création de facs partout dans le pays. C'est dans ce contexte que naît la fac de Vincennes, donc. Hein. Officiellement, le but, c'est de répondre aux revendications d'autonomie. En réalité, il s'agit quand même de débarrasser le quartier latin des gauchistes et du bordel qu'ils ont tendance à propager partout. J'ai tout rangé. Oui, ça va. Donc, en parquant à Vincennes, les maoïstes, les trotskistes, les situationnistes, les anarchistes et les communistes, on leur offre une sorte de ghetto expérimental où ils pourront faire ce qu'ils veulent, mais entre eux, et sans possibilité de bloquer le système. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un petit peu comme un zoo, quoi. Une nasse. Une enclave. Ou une décharge. Non, je dirais plutôt une enclave. Ah ouais? Tous ceux qui ont participé aux événements de mai 68 s'emparent de l'opportunité pour bâtir un projet hors norme, conforme à leurs exigences. Un centre expérimental de recherche et d'enseignement ouvert à tous, sans condition de diplôme et sans limite d'âge. Hein. Ouvriers, employés, non-bacheliers peuvent s'y inscrire et suivre tous les cours qu'ils veulent, tous. Par exemple, un cours de Jacques Lacan, voilà. C'est Lacan. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une suite algébrique qui se tient à constituer une chaîne dont le départ est dans cette formule. Un signifiant se définit de représenter un sujet pour un autre signifiant, c'est une inscription tout à fait fondamentale. Jusqu'ici, j'ai rien compris. Alors on pourrait commencer peut-être par savoir ce que c'est qu'un psychanalyste. Ouais, pour moi, c'est un type de flic. Les gens qui se font psychanalyser ne parlent pas et ne s'occupent que d'eux. Ouais, jusqu'ici, nous avions les curés, mais comme ça ne marchait plus, nous avons maintenant les psychanalystes. Bon, Lacan, on attend depuis 1 heure ce que tu nous annonces à mots couverts, à savoir la critique de la psychanalyse. Mais je ne critique pas du tout la psychanalyse. Elle entend mal. Je ne suis pas un contestataire, moi. Tu as dit qu'à Vincennes, on ne formait pas de psychanalyste et que c'était une bonne chose. Alors en fait, un savoir est dispensé, tu ne dis pas ce que c'est. Donc c'est quoi, ce serait pas un savoir, alors? Un peu de patience, je vais vous l'expliquer. Je suis invité, je vous ferai remarquer. C'est grand, c'est beau, c'est généreux, mais je suis invité. La psychanalyse est-elle révolutionnaire? Voilà une bonne question. C'est un savoir ou c'est pas un savoir? T'es pas le seul paranoïaque ici, hein? Je parlerai que d'une certaine face des choses où je ne suis pas aujourd'hui, à savoir le département de psychanalyse. Il y a eu la délicate question des unités de valeur. Ah non, la question des unités de valeur, elle est réglée, c'est pas le moment de la remettre sur le tapis. Il y avait toute une manœuvre des enseignants du département de psychanalyse pour la traîner toute l'année. C'est réglé, quoi. On s'en fout des unités de valeur, c'est de psychanalyse dont il est question. Tu comprends, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Mais moi, je n'ai pas le sentiment que les unités de valeur, on s'en fout. Au contraire, les unités de valeur, on y tient beaucoup. Puisque j'ai mis le schéma du 4e discours, celui qui s'appelle le discours universitaire, revenons-y. Ici, en position maîtresse, comme on dit, est-ce de le savoir? Lacan, de qui te moques-tu? Le discours universitaire, il est dans les unités de valeur. Ça, c'est un mythe. Hein? Est-ce que tu nous demandes, c'est qu'on croit au mythe? Alors ne viens pas me dire que le discours universitaire, il est dans ton schéma, parce que ça n'est pas vrai. Le discours universitaire est dans le schéma puisqu'il occupe une position ici, en haut à gauche. Et en haut et à droite de Dieu, c'est Lacan. Ce qui est important dans ce qui est écrit, ce sont les relations. C'est là où ça passe et là où ça ne passe pas.
Si vous commencez à mettre à sa place ce qui constitue essentiellement le discours du maître, Et qu'est-ce qu'un maître? C'est d'accord. à savoir qu'il ordonne, qu'il intervient dans le système du savoir, vous pouvez vous poser la question de savoir ce que ça veut dire. Quand le discours du savoir, dans ce déplacement d'un quart de cercle, n'a pas besoin d'être dans le schéma, puisqu'il est dans le réel. Dans ce déplacement, quand le savoir prend le manche, à ce moment-là où vous êtes, c'est là où a été défini le fruit, la chute des rapports du maître et de l'esclave, et qui se désigne dans mon algèbre par la lettre A, qui représente l'objet petit a. J'ai dit que c'était la place désignée, révélée par Marx comme la plus-value. Vous êtes le fruit de l'université, et vous le prouvez que vous êtes la plus-value, ne serait-ce qu'en ceci, ce à quoi vous consentez, mais ce à quoi vous applaudissez. C'est que vous sortez de là vous-même égalé à plus ou moins unité de valeur. Vous venez vous faire ici unité de valeur. Vous sortez d'ici estampillé unité de valeur. Moralité, mieux vaut sortir d'ici estampillé par Lacan. Mais je n'estampille personne, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, Pourquoi voulez-vous que je veuille vous estampiller? Non, non, tu ne nous estampilleras pas, rassure-toi. Ce que je veux te dire, c'est que des gens, ici, sont estampillés de ce que voulant tenir le discours que tu tiens pour eux. Ils ne peuvent le tenir sur le mode qui s'apparente à leur présence ici. Des gens ici veulent parler au titre d'une contestation, que tu qualifies de vaine. Et tout ça ne se dit pas sous le prétexte que c'est à toi de le dire. Alors, ce que je voudrais, moi, Lacan, c'est que tu aies le désir de te taire. Ce qu'ils sont bien. Ils pensent que je le dirais beaucoup mieux qu'eux. Oh, Lacan, ne te moque pas des gens, hein. Ah, vous apportez un discours qui a des exigences telles. Alors, où est-ce qu'on en est? Eh ben, on aimerait bien savoir. Il paraît que les gens ne peuvent pas parler de psychanalyse parce qu'on attend que ce soit moi. Eh bien, ils ont raison, parce que je le ferai beaucoup mieux qu'eux. Bien, en attendant, vous ne dites rien. Lacan avec nous. Lacan avec nous. Lacan avec nous. Et je suis avec vous, bien. Le temps passe, tâchons quand même de vous donner une petite idée de ce qui est mon projet. Il s'agit d'articuler une logique qui, quelque faible qu'elle en ait l'air, est encore assez forte pour comporter le signe de cette force logique, à savoir l'incomplétude. Ça les fait rire. Seulement, ça a une conséquence très importante, spécialement pour les révolutionnaires. C'est que rien est tout. Bon, ça suffit. Pendant que ce cours en run tranquillement, il y a 150 camarades des Beaux-Arts qui sont fait arrêter par les flics et qui sont depuis hier à Beaujon parce que eux, ils ne font pas des cours sur l'objet petit a comme le mandarin ici présent et dont tout le monde se fout. Ils sont allés au ministère de l'équipement donner un cours sauvage sur les bidonvilles et sur la politique de M. Chaloron. Alors, je crois que le ronronnement de ce cours magistral traduit assez bien l'état de pourrissement actuel de l'université. Et donc, tout ce qu'il dit là, c'est des conneries, c'est ça? Oui, 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 oui. Bon, Lacan. Lacan, je voudrais te dire un certain nombre de choses. Il me semble qu'on est arrivé à un point où il est évident qu'une contestation peut prendre plus ou moins forme dans cette salle. On peut gueuler, on peut interrompre, tout ça, mais qu'on ne pourra jamais arriver à une critique de l'université si nous restons à l'intérieur, dans ses murs, dans les règles qu'elle a établies avant que nous y intervenions. Et il serait bon que Lacan donne son avis là-dessus, parce que détruire l'université ne se fera pas avec une majorité d'étudiants à l'intérieur, mais bien plus, à partir d'une union que nous devons faire, nous, étudiants, sur des positions révolutionnaires, avec les ouvriers, avec les travailleurs, et avec les paysans. Alors évidemment, je vois bien que le rapport avec ce que disait Lacan tout à l'heure n'existe pas. Ah bah si, il existe, il existe. Ah d'accord, il existe, pas de manière évidente, de manière implicite. Et il serait bon que maintenant Lacan donne son avis là-dessus, son avis sur la nécessité de sortir de l'université en arrêtant de pinailler sur les mots, de contester un prof sur telle ou telle citation de Marx, parce que le Marx académique, on en a ras-le-bol. On a travaillé dans cette université depuis un an, on sait que c'est de la merde. Faire du Marx académique, c'est servir une université bourgeoise. Bravo. Voilà, si on veut foutre en l'air l'université, ce sera avec les autres qui sont dehors. Bravo. Ah tiens, alors pourquoi êtes-vous dedans? Si vous aviez un peu de patience, si vous vouliez bien que nos impromptus continuent, je vous dirais que l'aspiration révolutionnaire, ça n'a qu'une chance d'aboutir, toujours,
au discours du maître. C'est ce dont l'expérience a fait la preuve. Ce à quoi vous aspirez comme révolutionnaire, c'est un maître. Vous l'aurez. On a Pompidou. Bon, vous imaginez que vous avez un maître avec Pompidou, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi aussi, j'aimerais vous poser une question. Pour qui ici a un sens le mot libéral? Pompidou est libéral. Lacan aussi. Je ne suis libéral comme tout le monde que dans la mesure où je suis anti-progressiste. À ceci près que je suis pris dans un mouvement progressiste, car il est progressiste de voir se fonder le discours psychanalytique pour autant que celui-ci complète le cercle qui pourrait peut-être vous permettre de situer ce dont il s'agit exactement, ce contre quoi vous vous révoltez. Ce qui n'empêche pas que ça continue foutrement bien. Et les premiers à y collaborer, ici même à Vincennes, c'est vous, car vous jouez la fonction des ilotes de ce régime. Vous savez ce que ça veut dire, les ilotes de ce régime. Le régime vous montre. Il dit, regardez les jouir. Bien, au revoir pour aujourd'hui, bye, c'est terminé. Lacan est jamais revenu. Jamais. Il a fait un cours. Voilà. Ah, il y a un autre truc que peu de gens savent, c'est que les unités de valeur, là, les UV, c'est les Vincennois qui les ont inventées en 70. Ça s'est répandu ensuite dans toutes les autres facs, mais elles sont nées ici. Alors évidemment, le pouvoir à l'époque a aussitôt regretté la liberté qu'il avait accordée aux Vincennois. Il n'a eu de cesse d'essayer d'en restreindre la portée. C'était un bras de fer permanent. Dès l'été 69, le gouvernement a essayé de rétropédaler en adoptant des décrets scélérats. Le ministère a voulu empêcher l'accès aux non-bacheliers, par exemple. Ah oui, mais les Vincennois ont aussitôt riposté. Hein. Ils ont embarqué tous les dossiers d'inscription dans les bureaux de la fac. Mais des milliers de dossiers. Ils ont embarqué en bagnole, planqué quelque part, pris en otage, quoi, pour forcer le ministère à négocier. Et ça a marché. Ils ont obtenu gain de cause. C'est super ces méthodes, non? Hein? Je sais pas moi, un sens de la lutte pragmatique, quoi, un engagement physique, là. Dans bras de fer. Eh ben, il y a bras. Ouais, je te le fais pas dire. Hein. Merci. Ah, non, tu peux... Ouais. Faut que tu... Non, non. Voilà. Alors, je largue 10 gallons d'hydrofuel contre un flash forward au labo. Risqué, hein? Ouais. Yes! Alors moi, je caracole en zodiaque et je jugule par le 12. Ah, mais non, tu peux pas faire ça, hein. T'es confiné, là. Ouais, mais j'ai fait double 6, là. Oui, alors double 6 ça libère, mais tu peux pas juguler sur ta première sortie. D'accord. Mais caracoler, je peux. Alors ça dépend, t'as passé combien de tours en hyperespace? 3. Alors c'est bon. Ah, bah là, attends, du coup, en zodiaque, je te propose une alliance. Ouais. On met nos munitions en commun, Ouais. je te transmets l'anneau d'immunité, Ouais. et toi, tu m'ouvres ton accès à ravitaillement. Oui, alors déjà, lance les dés avant de faire des propositions. Ah, merde. Ouais. Ah, bah non, bah laisse tomber, je sors du zodiaque, donc voilà. Non, mais l'alliance marche quand même, parce qu'il y a le téléphérique. Bon, alors, tu me suis ou pas? J'hésite. Oh, bah, tu devrais pas. En plus, avec le téléphérique, bah, il y a l'accès Azur. L'accès Azur. Ouais. Ok, écoute, on caracole ensemble, Ah, c'est super. ok. Voilà. Tiens. Ah voilà, évidemment, et maintenant c'est moi qui suis bloqué en hyperespace, super. Oh, mais arrête ton cinéma, tu t'en fous des pilotes, toi. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? T'as vu ma jauge? J'ai quasiment plus d'hydrofuel. Oh, c'est jouable, c'est tricky, mais jouable. Oh, quel cinéma. Devant le développement spectaculaire des barrageux dans les grandes métropoles du monde occidental, on peut formuler 2 hypothèses. Première hypothèse, c'est une échappatoire. Un pur divertissement sans profit pour le réel. Les joueurs désertent le monde et leur responsabilité, par exemple celle d'en faire un espace durablement habitable. Par leur désertion autosatisfaite, ils se rendent complices du saccage du monde et ne méritent que notre mépris.
Hypothèse 2. En expérimentant d'autres règles, les joueurs suspendent le poids du système normatif. Ils forment des groupes humains soignant les plaies de la solitude individualiste et, ce faisant, ils réparent, ils explorent, ils esquissent, ils jouent et méritent notre respect. Complètement con, là. Ah, ce bordel! On dirait la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Pourquoi tu dis ça? C'est vachement bien, la ZAD. Ouais, ça va, hein. Des punks à chiens qui dorment dans des forêts de détritus. Bonjour le retour à la nature. Caricature, on se croirait sur BFM, là. Ah non, attention, hein, parce que j'y suis allé, moi. Avec une copine, on y est allé pour la fête du talus. Ah ouais, c'est le truc avec les bouquins, ça. Ouais, alors des bouquins, il y en avait. Ouais. Mais des cassos aussi, plein les fourrés, quoi. J'ai entendu parler d'une histoire d'agression sexuelle avec un mec craignos qui se croyait tout permis. Ouais, j'en ai entendu parler aussi, ça a été un vrai psychodrame ce truc. Alors tu comprends, ils veulent pas de loi, ils veulent pas de police. Eh ben ils ont été bien emmerdés pour résoudre le truc en interne, voilà. Bien sûr. C'est dingue comme vous êtes condescendants. Et vous vous rendez pas compte, hein, ce qu'ils font, c'est ultra précieux. C'est des chercheurs, c'est des semeurs, c'est, je sais pas moi, c'est des gardiens d'étincelles, quoi. Non mais redescends, hein. Tu vois pas que c'est des déserteurs? Ils font sécession, là, bien peinards, dans leur coin. Et pendant ce temps, l'autoritarisme néolibéral avance ses pions un par un, privatise toutes les institutions, bouffe tout ce qui nous reste. Ils font quoi pendant ce temps, pour empêcher ça? Pour empêcher la mainmise totale du capital sur l'État? Ils croient pas dans les partis, ils croient pas dans les élections. Super. En attendant, ceux qui y croient, eux, ils votent. Et ceux qu'ils élisent écrivent des lois bien faites pour consolider encore un peu plus le bloc bourgeois. Et puis à la fin, t'as les blindés qui viennent faire respecter cette loi. La leur, hein, celle que les zadistes n'ont rien fait pour écrire autrement. Tant que tu t'attaques pas au cœur du système, à l'État, eh ben ils te rattrapent toujours. Alors tes déserteurs, là, ils ont peut-être l'âme sauve, mais à la fin, ils se font toujours niquer. Et toi, ton âme, elle va comment? Ah ben moi, ça va. Très bien, merci. Tant que je lutte, ça va. Ah, parce que tu luttes? Toi? La guerre des idées, c'est un vrai combat, figure-toi. Ah, ouais. Informer l'opinion, l'éclairer, déjouer la propagande, c'est une lutte de tous les instants. Ouais. Pas du tout contradictoire avec ce que font les zadistes. Hein. Non. Non, mais moi je considère pas que les élections c'est juste un piège à con. Le problème c'est pas les élections, c'est l'extension du domaine de la connerie. Ouais. Alors quand les gens auront enfin une conscience de classe et voteront enfin pour leurs intérêts réels, et ben là tu pourras faire voter une loi qui protège toutes les ZAD du monde. En fait, elle bosse pour les zadistes, pour leur éviter de se prendre les grenades et les blindés. Pour leur éviter même un projet d'aéroport, si tu vois ce que je veux dire. En fait, moi, eh ben, je prends le problème à la racine. Voilà, c'est ça la radicalité. Tu vois? Bon, bah, en tout cas, si vous jouez plus, il faut libérer la table, il y a des joueurs qui attendent. Hein. Ça rayonne, ça diffuse, ça clignote au lointain. Pour des milliers de gens qui n'y sont jamais allés, les enclaves représentent quelque chose comme une brèche infime dans les ténèbres de la propagande. C'est Virginie Despentes qui dit ça. Ouais. Une brèche infime dans les ténèbres de la propagande. Elle écrit ça, Virginie Despentes. Bien que je ne sois jamais allée sur la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes et que le système totalitaire auquel je collabore me traite trop bien pour que je songe m'installer dans les semaines à venir, je me sens concernée par le message qu'ils envoient dans le paysage politique mental de mon époque. Le grain de sable qu'ils distillent m'est précieux. Il y a donc des alternatives. Ça fait comme une brèche infime dans les ténèbres de la propagande unique. Il y a des alternatives. Le premier message envoyé, c'est: il y a une différence entre résister et laisser faire. Plus loin, Despentes rêve à l'avenir de la ZAD et de ses habitants. Je ne sais pas comment ils s'en tireront. Aussi bien dans 10 ans auront-ils inventé un label ultra bio, tellement séduisant qu'ils mettront leur affaire en bourse et deviendront quelque chose comme la Silicon Valley de l'agriculture traditionnelle, va savoir. Peut-être qu'ils auront abandonné le territoire, fatigués des conflits entre eux et des tracasseries qu'on leur fait de l'extérieur. Peut-être qu'ils se seront entretués, va savoir, ou bien armés, et seront devenus une redoutable milice bretonne sévissant dans tout Brocéliande. C'est marrant, hein, cette histoire de les imaginer armés. Peut-être qu'ils y ont pensé, les habitants de la ZAD, à s'armer. Nous, en tout cas, ça nous est venu, les imaginer armés. On a comme ça
Des images dans la tête d'une âpre guérilla dans la forêt, avec les treillis, les fusils mitrailleurs, la mort tout autour comme un péril certain. On a ces images-là tout près parce que plus loin que Notre-Dame-des-Landes, beaucoup plus loin, à des milliers de kilomètres, il y a par exemple le Chiapas et ses zapateros. Ou bien, à l'autre bout de la terre, il y a le Rojava. Hey! Oh! Hey! Oh! 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 En 1999, allez, l'arrestation d'Abdullah Öcalan, alias Apo, l'oncle du PKK, donne lieu à un rocambolesque jeu de la patate chaude. Expulsé de son refuge en Syrie sous la pression de l'État turc, Öcalan est renvoyé d'aéroport en consulat à travers le monde, puis finalement livré aux autorités turques qui le jettent en prison. Sa cavale et sa détention n'ont fait qu'accroître son leadership. De chef de guerre invincible et craint, il est devenu pour ses sympathisants un référent intouchable et sacré. Alors ses sympathisants, ce sont d'abord les membres du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Né en 78, c'est un groupe armé qui entend former un État kurde uni et indépendant. Il faut dire que le peuple kurde se retrouve à cheval sur plusieurs États-nations dont aucun ne reconnaît l'identité kurde. Voilà. Alors concrètement, on ne connaît pas ton identité, ça veut dire que tu n'as pas le droit d'aller à l'école, que tu n'as pas le droit d'avoir des papiers, que tu n'as pas le droit de parler ta langue en public, que des manifestations de protestation sont réprimées dans le sang, que ça fait des tas de morts à chaque fois, et donc forcément, tu t'armes. Forcément. Le texte fondateur du PKK, le manifesto, est d'inspiration marxiste-léniniste. Il revendique le recours à la violence révolutionnaire, notamment contre l'État turc, qui persiste à opprimer le peuple kurde. Le manifeste revendique la fabrication d'une kurdicité. Cela passe par la création d'un homme nouveau, purgé des vices capitalistes et débarrassé de la mentalité du colonisateur turc. Le vrai kurde doit s'inspirer de la pureté d'une paysannerie réinventée. Vous n'avez pas tellement envie. Ouais, ça fait des émules pourtant, et beaucoup de morts, et puis sans parler de ceux qu'on emprisonne. Bah oui, comme leur leader, emprisonné depuis 99 à Imrali. Il n'en a pas bougé depuis. Enfin, physiquement, parce que politiquement et intellectuellement, il a beaucoup bougé. J'ai profondément repensé la ligne du parti, en appelant d'abord à un cessez-le-feu immédiat. Le PKK a annoncé officiellement en 2000 l'abandon de la lutte armée. Il renonce également au socialisme réel, s'engage à respecter le pluralisme, s'ouvre aux minorités religieuses et appelle au respect des valeurs de l'islam. Le projet d'autonomie démocratique prend forme. Il ne s'agit pas d'un séparatisme, mais bien d'autonomie dans le sens d'un autogouvernement par la base. C'est le confédéralisme démocratique. Ce nouveau concept politique ne sort pas de nulle part, merci. Dès le début de son incarcération, Öcalan profite d'avoir beaucoup de temps libre. Si on peut dire. Comment ça va? Vous êtes ma psychanalyste ou mon avocate? Là, j'ai plutôt l'impression d'être votre libraire. Bon, vous avez tout trouvé? Presque. Mais alors sur la liste, il faut vraiment être plus précis, parce que les philosophes de l'école de Francfort, ça fait quand même beaucoup de monde, et puis c'est flou. Bon, j'avais mis Michel Foucault. Oui, j'ai aussi Tony Negri, Noam Chomsky... Murray Bookchin. Murray Bookchin Murray Bookchin. Ah oui, j'ai... Issu d'un milieu de juifs russes émigrés à New York, Murray Bookchin porte, comme Öcalan, une grosse moustache. Après avoir rompu avec le stalinisme puis le trotskisme, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il se rapproche des courants anarchistes et forme dans le milieu des années 80 le noyau de sa propre doctrine, le municipalisme libertaire. C'est bon, j'ai réussi à le contacter, il accepte de correspondre avec vous, vous pouvez l'écrire. Alors il faut quand même que je vous prévienne, parce qu'il est plus tout jeune, il est même assez vieux, il est même très très vieux, et assez acariâtre et amer, enfin moi je l'ai trouvé odieux. Vous êtes avec moi là? C'est important. Très important que nous échangions, lui et moi. Oui, alors vous savez, il n'a pas du tout de pouvoir, il ne pourra pas... Politiquement, c'est important, c'est théorique, vous comprenez? Oui, à peu près. Sa doctrine permet d'accéder à l'écologie sociale par la démocratie directe à l'échelle municipale. Vous voyez? Pas très bien. Son point fort, c'est d'avoir vu tous les points faibles. Ceux des marxistes,
ceux des anarchistes et ceux des environnementalistes. Les marxistes n'ont pas vu le danger de l'autoritarisme de l'État. Ah oui, c'est vrai. Mais les anarchistes n'ont pas vu qu'il fallait organiser le pouvoir plutôt que de le nier. Bien sûr. Et les environnementalistes n'ont pas vu qu'il fallait s'attaquer au capital si l'on veut sauver le vivant. Mais oui, bien sûr. Bookchin a gardé le meilleur de chaque courant, en les corrigeant l'un par l'autre. Mais je crois qu'il a sous-estimé le rôle des femmes. La femme, voyez-vous, c'est la première colonie de l'homme. Toute l'histoire de la civilisation est l'histoire de l'asservissement des femmes. Et c'est par leur libération d'abord, qu'il sera possible de libérer la vie. Alors justement, pardonnez-moi, je vais pas pouvoir rester, j'ai un avion, faut que je file, mais écrivez-lui, surtout, écrivez-lui. C'est déjà fait. Parfait, super. En 2006, à la mort de Bookchin, le PKK a publié un communiqué solennel. Je vous le lis. L'Assemblée du PKK salue l'un des plus grands savants des sciences sociales du XXe siècle. Murray Bookchin a montré comment faire pour qu'un nouveau système démocratique devienne une réalité. Nous nous engageons à mettre cette promesse en pratique pour devenir la première société établie sur le confédéralisme démocratique. Et les Kurdes ont tenu parole. Ils l'ont fait dans le nord de la Syrie, dans ce territoire qu'on nomme Rojava. Que tu ne les distingues pas, c'est que tu n'es pas prêt. Daesh? Ça, C'est nous. pourquoi tu es venu? Pour vous aider. Tu sais ce qu'on fait ici? La guerre. C'est pour ça que tu es venu? Non, enfin, je voulais venir depuis des années, depuis que vous avez déclaré l'autonomie du territoire, depuis 2011. Je voulais vous rejoindre. C'est votre projet politique qui m'a convaincu. La redistribution des richesses, l'écologie, l'abolition du patriarcat. La cohabitation ethnique et religieuse? Oui, tout le municipalisme libertaire. Apo parle plutôt de confédéralisme démocratique. Apo, oui, le Tchalan, bien sûr. Et tu as mis tout ce temps pour venir? C'est-à-dire qu'avec l'avancée de Daesh et les massacres... Et ça? Les Américains. Et ça aussi, c'est les Américains? Non. Ça, c'est les Turcs. Tu n'es pas prêt. Je sais. Je sens. Tu as peur? Plus que je pensais. T'es lucide. C'est bien. Pas comme ces furieux de la gâchette qui débarquent ici pour se défouler. Tu es croyant? C'est quoi ça? C'est un test de personnalité? C'est une question. Je suis pas croyant. Ni Dieu, ni maître. Pour moi, les religions, c'est des foutaises pour opprimer les peuples. Garde tes petites leçons pour tes réunions politiques en Europe. Enfin, mais là, à quelques kilomètres de Daesh, vous êtes quand même bien placé pour savoir à quoi ça mène les délires autour de Dieu. Tu n'es vraiment pas prêt, toi. Je suis musulmane, comme la plupart des Kurdes. Ah, mais ça me pose pas de problème, hein. Je suis tolérant. Tolérant. Beaucoup de gens ici sont croyants. Ils sont sunnites, chiites, alevis, yézidis. Daesh, c'est pas l'islam. C'est des drogués qui coupent des têtes, des pieds, des mains, qui violent des femmes, qui enterrent des enfants vivants. Il n'y a pas de religion chez ces gens-là. Tiens. Mange. Non, ça va, merci. Tu n'aimes ni les olives ni le fromage. Si, mais au petit-déj, comme ça, c'est... Il y a des lentilles sinon. Non, mais ça va, merci. Ou du chai, tiens, essaye. Tu verras, tu pourras plus t'en passer. C'est doux, c'est chaud, ça aide. Ça aide beaucoup. Ça te manque pas, toi? La famille, les amis? Bien sûr que si, qu'est-ce que tu crois? Ça fait combien de temps que tu t'es engagé? J'ai pas envie d'en parler. Ça a été la route, vous êtes passé par Kamishli? Oui, et d'ailleurs je voulais savoir, parce que j'ai pas compris, pourquoi il y a autant de portraits de Bachar el-Assad à Kamishli. Enfin, je veux dire, c'est le Rojava, c'est un territoire autonome, donc... Il n'y a pas que des Kurdes au Rojava. Il y a des Arabes, des Assyriens. On cohabite comme on peut sans avoir forcément le même projet politique. Dans le tas, il y en a qui veulent revenir au régime de Assad. C'est des conservateurs, quoi. Ils regrettent le passé. Ils ont même leur groupe d'autodéfense armés comme nous. Chacun protège son quartier, mais tout le monde peut circuler. Mais ça doit déraper parfois, non? Si chaque communauté est armée. Bien sûr, ça dérape, parfois.
Mais on soigne l'avenir. À l'école, tous les enfants sont ensemble. Arabes, Assyriens, Kurdes. Ils s'instruisent ensemble, ils jouent ensemble, ils se chamaillent, ils se réconcilient. Grandissent, quoi. Peut-être que comme ça dérapera de moins en moins. Et les cages à oiseaux? Bah oui, en ville, c'est fou, il y a des cages partout, sur les portails, sur les grilles. Ils sont passés où, les oiseaux? C'était pas pour les oiseaux. Les gens de Daesh y mettaient les têtes qu'ils avaient coupées. D'autres questions? toute façon, ils vont pas nous détruire, enfin, ils vont pas tout détruire. Pourquoi ils feraient ça? Déjà 29 cabanes quand même. Je donne pas cher des 60 autres du côté est. On fait rien contre eux. On n'a pas envie de faire des manifs, on n'est pas des casseurs. On est là tranquille, on protège le blocage. T'as pas du tout compris le truc là. Les dirigeants ils s'en foutent des grosses manifs en ville. Ça les dérange pas du tout la colère. Ces 2 millions de personnes, ils s'en foutent, ils bougent pas, ils laissent pisser. Ce qui les tétanise vraiment, c'est ce qu'on fait, nous. La vaisselle. Et parce que ce qu'on fait, ça leur dit un truc. Ça leur dit, vous êtes ridicules et inutiles. Ridicule et inutile. C'est même encore pire que ça. On leur dit même pas ça. En fait, on leur dit rien. On leur parle pas. L'État, c'est juste pas notre interlocuteur et ça, pour eux, c'est insupportable. Et donc, il est hors de question d'accepter ce truc. On ne signe pas notre acte de décès. On va pas entrer dans un processus de fichage. Ah, moi, je crois qu'on n'a pas tellement le choix, tu sais. Le gouvernement a été clair. Pas de formulaire, pas de régularisation. Et tous les lieux non régularisés sont expulsables. Non, mais attends, mais c'est Vichy ou quoi? Tu te rends compte des conséquences pour les sans-fiches? Il y a au moins des dizaines de cabanes à l'Est où ils ont dit qu'ils étaient
complètement contre le principe même du formulaire. Ceux-là, tu les feras pas rentrer dans un processus de normalisation. Donc pas de fiche du tout. Hein. Non, pas de fiche du tout. Non. Moi, pour les fiches individuelles, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, si on déjoue le truc, si on dépose que des fiches collectives, bah là, on joue le jeu, mais avec nos règles à nous. On récupère l'avantage. Basile. Là, j'ai... Vinaigre. Oh non, ça donne un goût dégueu. Astro. Ok. Si t'acceptes de jouer le jeu avec l'État, c'est que t'as déjà perdu. Voilà, alors on va pas faire mine de croire que leurs lois ont le moindre poids, la moindre valeur ici. Je sais pas quoi, ouvrez les yeux, on est là. Ah bah tiens, justement, pendant que t'es là. On va pas leur demander le droit d'exister alors qu'on existe de fait. Et puis depuis quand l'État est un interlocuteur légitime ici? C'est pas un interlocuteur, c'est un principe de réalité. On ne transige pas, on transforme. Mais tu transformes quoi là? Le monde en pliant à sa loi. Je me plie pas, moi. Je persiste dans mon être. Voilà. Spinoza maintenant, non mais je peux pas. Ah bah oui, mais tu vois, si on était un peu plus... Attendez, oh, s'il vous plaît. C'est l'heure de l'agenda. Dernière annonce de Radio Klaxon pour ce soir. Alors l'agenda de demain, on récapitule. À 10h, formation à l'utilisation du Toki. À 14h, rendez-vous pour organiser un parloir sauvage en soutien aux personnes incarcérées. Et puis à 20h30, assemblée des usages à Bellevue, où sera débattue la démarche de légalisation de la ZAD avec la question du dépôt des formulaires. Voilà, un peu de musique. Toi, tu vas le faire là? Toi, tu vas déposer une fiche? Non, je veux pas. Je ferai ce qu'on aura décidé tous ensemble. Mais ce que je vois, c'est qu'on a mis des années à construire ça. On a fait face à la pluie, à la sécheresse, à la neige même. Ce serait con de reculer devant un bête formulaire, non? Tu fais comme si c'était un vulgaire bout de papier. C'est un bout de papier. C'est un principe, un symbole. Tu réalises ce que t'es en train de faire là? Je répare. Tu consens au dialogue institutionnel, tu joues leur jeu, t'apprends à mentir pour être fort avec le fort. Elle a raison, tu sais. En fait, je crois que c'est juste un bout de papier. Ah d'accord. Donc toi aussi t'es du côté des appellistes maintenant, super, bravo, super. Tu peux arrêter 2 secondes avec tes étiquettes là? T'as quoi dans le crâne? Une étiqueteuse de supermarché? Hein? Tu sais faire que ça, là, coller des codes barres sur tout ce qui passe. Mais c'est pas moi qui colle les étiquettes. C'est le pédigré qui remonte. J'y peux rien moi. Si les intellos bourgeois tournent au bercail au premier son de la cloche. Regarde-les, mais regarde-les. Ils sont programmés pour le business. Alors ça se donne des airs de faire autrement parce que je sais pas, ça distingue, c'est plus classe. Mais en attendant, s'il y a moyen de récupérer une niche un peu confortable, on se fait pas prier. N'importe quoi. C'est toi qui es complètement conditionné par le système. Tu n'es pas capable de penser autrement que selon ces catégories en mode binaire. On est avec toi ou on est contre toi. On est dans le système ou on est hors système. C'est complètement mortifère. Tu te rends même pas compte de ce qui a colonisé ton esprit. On croirait un répliquant là, avec des yeux morts, à des 0 et des 1 à la place des neurones. C'est pas une étiqueteuse que t'as dans le crâne. C'est les catégories du pouvoir. Stop! Si tu pouvais éviter les attaques personnelles, t'arriverais peut-être à élaborer un truc comme une stratégie, tu vois. Bon, écoute, t'es très bien comme médiatrice. Prends ça très à cœur. Il y a un moment, il faut laisser les gens s'expliquer. C'est important aussi. T'es gentil, mais je suis plus médiatrice. C'est la nouvelle équipe, je te signale. C'était quand le tirage au sort? Bah, il y a 2 jours, comme tous les 15 du mois, remember. Non, mais avec tout ce qu'on se prend en ce moment, moi je perds un peu mes esprits. Et puis il y a 2 jours, j'étais en ville à la pêche aux infos. Remember? Ah tiens, t'as toujours pas dit ce qui futait du bureau de la préfète. J'attendais des confirmations. Ça donne quoi? Comme on craignait. Rien d'officiel pour le moment, mais ce qu'ils veulent apparemment c'est du projet agricole. Rien que du projet agricole. Élevage, maraîchage, production céréalière avec transformation sur place. Et les friches? Ah, il faut pas tout cultiver. Ah, mais bon sang, ils comprennent rien. Il faut pas tout cultiver. Une friche aujourd'hui, c'est une forêt dans 30 ans. Et ben voilà, faut leur dire ça. Dans leur langue utilitaire. Une friche, aujourd'hui, c'est du bois de chauffage pour nos enfants. Pour leurs enfants, alors. Et les lieux culturels? Le talus, c'est quoi pour eux? Faut leur dire que ça produit de la culture? Non, mais attends, une bibliothèque rurale, ça doit pouvoir se défendre. Hein. Ils
Ils sont quand même censés lutter contre la désertification, donc... Ouais. Enfin, entre ce qu'ils sont censés faire et ce qu'ils font réellement, il y a un monde. Et c'est marrant quand même que vous en soyez encore là, à croire, à espérer quelque chose de l'État. Ça fait 2 mois qu'on fait des concessions. On s'est tenu à carreau sans caillassage ni sabotage pendant qu'on se faisait défoncer nos cabanes. Il y a eu des blessés, des interpellations par dizaines, et vous voulez aller voir la préfète alors qu'elle s'est essuyé les pieds sur le projet de convention collective, ça suffit! Le courbage des chines, ça sert à rien! Si les cabanes sont condamnées, si la vie hors cadre n'est plus possible, si ceux qui ne produisent rien que de l'émotion sont foutus, la ZAD n'a plus de sens. Elle a juste plus de sens. Et si on refuse tout, l'État va tout raser et installer la FNSEA à la place. C'est ça que tu veux. Tu veux vraiment ça. Ne rien lâcher et aller au martyr pour le principe. M'étonnerait qu'on arrive à une stratégie unifiée vu la situation. Bon, donc en gros, chacun fait ce qu'il veut. Hein, on dépose des fiches individuelles, des fiches collectives, pas de fiches du tout, chacun à sa sauce. Mais chacun est libre, non? Il manquerait plus qu'on impose une ligne à la ZAD. Genre le politburo s'est réuni, le politburo a décidé que telle était la vérité s'impose à tous les membres du parti. Et les dissidents sont priés de rejoindre le goulag le plus proche. Mais concrètement, ceux qui déposeront pas de fiches seront exposés à la destruction. CQFD. Mais ça, c'est pas possible. Enfin, la ZAD, c'est pas ça, hein. Ça peut pas être ça. Mais là, depuis le début, là, on compose, là, tout ce qu'on est sur la zone. On est tous carrément différents, non? Hein, les zadistes, les éleveurs, les antispécistes, les primitivistes, on n'est pas tous d'accord, mais... On coopère, on reste soudés. La nature le fait, on a appris à le faire aussi. C'est ça notre force maintenant. Et l'unité dans la diversité. Croître dans la diversité, c'est ça notre raison. Enfin, t'emballes pas trop sur la diversité. On est tous bien blancs là. On est quand même globalement entre nous, tu vois. Ouais, et même comme ça, l'unité, c'est pas un long fleuve tranquille. Ils sont quand même bien tendus, les rapports sur la zone. Bon, je sais pas. Je me dis... Ce qu'il faudrait, c'est que ceux qui déposent des formulaires ne présentent que des projets interdépendants qui couvrent toutes les activités. Agricole et pas agricole? Tu veux dire quoi? Que ça montrerait que tous les projets seraient reliés? Mais tout est relié. C'est une super idée. En fait, ce qu'il faut, c'est montrer à quel point tous les projets sont indissociables. Voilà, les cabanes, c'est pas juste des endroits où on mange et où on dort, c'est aussi... Non, c'est des lieux de réunion. Voilà. Et puis de stockage du matériel. Puis c'est des lieux qui sont rattachés à un potager parce que les bêtes pas tout près. Ouais, tu vois, t'y arrives. Mais oui, mais bien sûr, je sais faire ça, parler cette langue-là, penser cette pensée-là. Et on va discuter de tout ça avec les autres à l'Assemblée des usages demain soir. Et je perds pas de vue l'essentiel. Et je le dirai aux autres demain soir aussi. C'est l'absence de normes, ici, qui a laissé la place à l'imagination absolue. On était sans garde-fou. C'est pour ça qu'on a pu créer tout ça. Avec ces fiches. On met le doigt dans un putain d'engrenage. Laisse les putes en dehors de ça. Le verrou administratif, quoi. On va perdre de l'amplitude de mouvement. On va perdre le cœur du truc. Avec des garde-fous, ce qu'on va perdre, c'est notre folie. Et vous imaginez pas à quel point ça nous tue. Mais sait-on seulement ce que c'est, la folie? Sait-on ce qu'elle sait, ce qu'elle peut? À la clinique de la Borde, depuis les années 50, dans le Loir-et-Cher, ceux qu'on appelle les malades mentaux sont accueillis dans un espace ouvert. Ouvert sur le bois, sur la forêt, sur les jardins. On peut circuler partout. Le bureau, la cuisine, l'écurie, l'atelier de poterie, celui de menuiserie, puis la salle de rédaction du journal. Partout, c'est ouvert. C'est ouvert parce que c'est une approche du soin qui ne sépare pas les soignants et les soignés. Pas de hiérarchie. Pas de chef du personnel. Pas de définition des postes de travail. Pas de blouse blanche. C'est l'autogestion permanente. Tu
participes à la préparation des repas, à la mise en place des tables, au ménage, aux réunions, avec tous les labordiens. On décide tout ensemble, qu'on soit malade, soignant ou quoi qu'on fasse ici, parce que tous on peut. Tous on peut quelque chose. On peut tous soigner et être soignés. Alors parfois c'est compliqué, bien sûr, parce que l'expérimentation, ça demande toujours plus de travail. Donc c'est des réunions. Tout le temps. Tout le temps. Et puis des doutes aussi. On doute de tout. Et l'idée, justement, c'est d'avoir un milieu où on peut exprimer des choses qui ne peuvent pas s'exprimer ailleurs. Donc forcément, des doutes aussi. L'idée, c'est d'ouvrir les murs, les comportements, d'ouvrir les esprits. Mais ça, c'est difficile parce que tu arrives toujours avec un monde à l'intérieur de toi. Tu arrives avec le monde, en fait, avec ses codes, ses murs, ses frontières. Tu arrives tout séparé. Et là, maintenant, tu rassembles. Et ça, c'est un geste comme s'il fallait sortir de soi-même. En fait, il faut se jeter. Il faut se jeter. Il faut se jeter. Il faut y aller là, la réunion va commencer. Ah ben j'ai fini, oui. Tu parlais à qui? Est-ce qu'on sait à qui on parle? À qui? Je sais pas. C'est bizarre comme tu me regardes. C'est parce que j'essaie de voir ta légèreté. La légèreté? Oui, parce que tu sais, je crois, il y a deux manières d'être léger. Oui, au moins deux, sûrement, peut-être plus. Il y a les elfes, tu vois. Enfin, je dis tu vois, mais on peut pas les voir, hein. On peut pas les représenter, c'est... Ils peuplent les enclaves. Et c'est très aérien, hein. C'est une sorte de grâce. Un genre de feu follet. Et puis il y a les baudruches. Les baudruches? Oui, comme dans Ballon de baudruche. Ils habitent les machines du pouvoir. Ils sont sans aucune vergogne, alors leur âme ne pèse pas lourd, hein, pas lourd du tout. Ils sont pas consistants, au fond. Mais ils ont beaucoup de pouvoir, parce qu'ils sont pleins de gaz. Un gaz très toxique. Et c'est quoi ce gaz? C'est leur rôle. Le rôle qu'ils jouent dans la machine du pouvoir. Ils y tiennent beaucoup, hein. Ils tiennent qu'à ça, en fait. Ils n'ont que ça, parce qu'ils sont pas consistants. Par eux-mêmes, ils sont nuls. Enfin, d'une étoffe très médiocre, hein. La baudruche, tu vois ce que c'est? C'est cette pellicule très très fine qui forme l'intestin du bœuf. Ou du mouton. C'est un sac à merde, en fait. Voilà, voilà. Mais léger, hein. Très léger, gazeux. Et donc ils s'élèvent très haut dans la machine du pouvoir. Ils occupent les places les plus élevées. Toujours ils sont au-dessus de toi puisqu'ils ont ce gaz qui les fait monter, monter jusqu'au plafond. Mais t'en connais beaucoup, toi, des baudruches? Ah non, mais moi je les fuis, hein. Ah. Ici c'est bien. Il n'y a pas de plafond. Donc il y a plutôt des elfes. Je crois qu'on a raté la réunion, dis donc. Bah, on s'est réunis là, non? Bah oui. Bah oui, on s'est Finalement. réunis. C'est comme... Oh, attention! Oula. Peut-être qu'on pourrait essayer cette fois de ne pas y passer la nuit. Oh, bah alors, Merlin, t'as pas envie de passer la nuit avec nous? J'ai fait le calcul, nos séances de négociation durent en moyenne 12h40. Ça doit être possible d'être plus efficace. On ne sortira pas d'ici avant d'avoir obtenu gain de cause. Recrutement immédiat de 6 personnes pour le ménage du nouveau bâtiment, plus 2 personnes pour la crèche. C'est quand même Le conseil de l'université que je représente a fait le calcul. Les surfaces supplémentaires pour le bâtiment E et la crèche correspondent à une augmentation C'est pas un homme, c'est une calculette. correspondent à une augmentation de la surface totale de 18%. Et les 4000 étudiants en plus, Merlin, t'en tiens compte? Au moins on pourra nous reconnaître ceci. La fac de Vincennes est victime de son succès. Le conseil d'université aurait-il oublié que les savoirs, si révolutionnaires soient-ils, hein, s'incarnent dans des corps qui pissent et qui chient dans des toilettes bouchées depuis des semaines, moi j'en ai. Le conseil chie et pisse aussi, figurez-vous. On est aussi emmerdé que vous par l'état des sanitaires.
Et c'est pourquoi il est urgent de parvenir à un accord pour sortir de cette grève insupportable. Non. Ce qui est insupportable, c'est le refus du conseil d'université de répondre aux revendications du comité Ce qui est insupportable, ce sont les méthodes du comité. Mais quelle méthode? Les conflits de diversion, l'occupation sauvage de la cafétéria. C'est qui les sauvages? par Les les sauvages, parents et c'est les le conseil enfants de la crèche. Exactement. Puis l'occupation du bureau du secrétaire général par les enseignants du département de cinéma et ma propre séquestration par les mêmes pour obtenir des moyens supplémentaires, des moyens certainement nécessaires, mais que nous n'avions aucune possibilité de leur accorder et qu'ils n'avaient même pas demandé devant la commission du budget et des locaux. Les moyens ne se demandent pas, ils se prêtent. Bravo. Ce sont des méthodes terroristes. Terroriste. Oui, terroristes. Et cette grève est réactionnaire. Même l'UNEF le dit. Eh ben, on est sauvés alors. Ces méthodes terroristes sont étrangères à la classe ouvrière, parce qu'elles visent à s'approprier la meilleure part du gâteau que constitue le budget de la fac, au détriment de l'ensemble du personnel et des usagers de Vincennes. Pardon. Ouais. Ils sont pas très bons, le gâteau de Vincennes, hein, avec de la pisse et des ordures partout, là. Ordures complaisamment déversées par le comité de lutte. Prenez vos responsabilités, enfin. Mais prenez les vôtres. Ouais. Recrutement immédiat du personnel supplémentaire sur la liste soumise par le personnel du nettoyage. Nous avons déjà procédé au recrutement de 6 personnes le 4 décembre dernier. Eh bien, ne t'arrête pas en si bon chemin, Merlin. C'est 12 que nous exigeons, c'est 12 que nous obtiendrons. Et je propose qu'on vote pour ta séquestration jusqu'à satisfaction de nos légitimes revendications. Très bien, si cette mesure est votée, je refuse de poursuivre la discussion. Je ne participerai au débat que si garantie m'est faite que je suis libre de mes mouvements. Oui, Merlin, on sait comme d'habitude, très bien. Bon. On passe au vote. Qui est pour la séquestration? Qui est pour la séquestration? On vote. Voilà. Qui? Ouais. Et la séquestration, comme à chaque fois, fut votée. Et le vice-président Merlin, comme à chaque fois, se mura dans un silence de pierre pendant de longues heures jusqu'à ce que tout le monde s'épuise et s'en aille peu à peu. À la fin, ceux qui étaient restés se concertaient et décidaient, dans l'épuisement, de libérer le vice-président. Ce caractère aurait pu durer comme ça pendant de longs mois. Mais Merlin a une idée de génie du ménage. Plutôt que de céder aux revendications et de payer les grévistes pour les semaines non travaillées, il décida de faire nettoyer la fac en une nuit par une petite entreprise privée. L'opération devait être ultra secrète et ultra rapide. Avec son commando de nettoyeurs, Merlin attendit que la fac se vide complètement. À 1h du matin, plus personne. Le petit commando, Merlin compris, s'équipe de gants, de seaux, de détergents, prend d'assaut les bureaux, les couloirs et les chiottes et restaure tout ça de fond en comble. Au matin, les grévistes découvrent furieux qu'ils ne sont plus en position de force et que leur moyen de coercition s'est dissous dans l'âge à l'aile. Un accord est trouvé très en deçà des revendications, et chacun comprend à Vincennes que le temps des grandes grèves victorieuses est bel et bien révolu. Bon, mais la guérilla du ménage s'est poursuivie comme ça toutes les années suivantes. Les travailleurs exigeant de meilleures conditions de travail et la présidence arguant de la maigreur de son budget et de l'excessive indolence du personnel. Ouais, enfin bon, comme partout ailleurs, Oui. quoi. Concentration du pouvoir, restrictions budgétaires et division du travail accouchent partout et tout le temps des mêmes conflits insolubles. Et toujours, c'est sur le concret, le trivial, le caractère plus ou moins praticable des chiottes que les utopies achoppent. Non. Ah bon? Pas du tout. Parce que Non, je non. croyais Non, ces conflits et ces contradictions n'empêcheront absolument pas cette aventure de se poursuivre et d'accomplir ces belles promesses. La fac de Vincennes, prévue en 1968, pour 7000 étudiants et étudiantes, en accueillera en 76 pas moins de 32 000. Et ce n'est pas de ces contradictions, ni même de son succès, que Vincennes sera victime. Ce qui fera périr Vincennes, c'est la politique du saccage, menée par sa propre tutelle, l'État. Mécanique du saccage, phase 1, les prémices. Le saccage ne tombe pas d'un coup. Comme l'orage, il s'annonce. Il a ses prolégomènes, ses signes avant-coureurs, par lesquels le pouvoir manifeste son hostilité à l'enclave et son désir d'en finir avec elle.
À Notre-Dame-des-Landes, ça s'est joué en 2012. Le 16 octobre, le matin du 16 octobre. C'est l'opération César. Alors l'idée du gouvernement, c'est d'évacuer complètement la ZAD, et alors ils y mettent les moyens, on n'avait jamais vu ça. 2200 flics. 2200 Attends, 2200, c'est 2 fois plus que le nombre de soldats français déployés en Afghanistan au même moment. Un truc comme une guerre, quoi, mais contre l'ennemi intérieur. Nous. Alors, ça dure 6 semaines pendant lesquelles on se prend les grenades assourdissantes, les grenades de désencerclement, et puis les pelleteuses, les blindés pour défoncer les plats de potager. On va les pas se mentir, on morfle carrément même. Hein. En même temps, c'est une belle parce qu'on n'a jamais vu autant de monde débouler sur la zone. La résistance s'organise, les soutiens affluent. Des altermondialistes, des autonomes. Oui, et puis toutes sortes d'activistes sans étiquette venus gonfler les rangs des paysans locaux et des occupants de la zone. Il y a même des agriculteurs qui viennent de toute la région, tu te rappelles, pour former une immense chaîne de tracteurs autour de la zone. Et tous les jours, on reconstruit ce qui a été démoli la veille. La résistance s'auto-baptise, je te le donne en 1000. Opération Astérix. Et l'opération César s'enlise dans le bourbier. Le 17 novembre, on organise une immense manif de réoccupation, et là, il y a 40 000 personnes qui 40 déboulent. 000 personnes, quoi. Mais on n'avait jamais vu ça. On a gagné, hein. On a gagné contre l'État. Bon, alors le gouvernement sauve la face. Hein. Pour la forme, Matignon annonce la création d'une commission du dialogue. Et puis surtout, le report des travaux de construction de l'aéroport. Victoire. Victoire provisoire. N'empêche, ce premier coup de semonce, c'est l'occasion d'un renforcement de la zone. On passe d'une résistance locale à une mobilisation nationale. Les occupants, le nombre d'occupants explose. Les constructions sont bien plus nombreuses après l'opération César qu'avant. Et puis surtout, toute l'opinion se saisit de la question. Hein. Désormais, tout le monde sait ce que c'est que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Pour tout le monde, ça veut dire quelque chose. Et pour beaucoup, ça représente quelque chose comme une brèche infime dans les ténèbres de la propagande. À Vincennes, les prémices du saccage ont fait le même effet. Tu sais, les Vincennois se sont soudés, renforcés, et ça resserre les rangs. Oui, c'est en 76, dans les premiers coups de tonnerre à Vincennes. Oui, c'est ça. Le 13 juillet 1976, le ministère de l'Éducation annonce étudier officiellement un projet de transfert de l'université vers un autre site. Pourquoi pas, répond Merlin, devenu président de l'université. À condition que ce transfert fasse l'objet d'une large consultation de l'université, que son expérience serve d'exemple pour ouvrir de nouveaux départements dans d'autres universités qui puissent accueillir à leur tour des étudiants salariés, en plus des étudiants bacheliers, et que tous les personnels soient maintenus. Réponse du ministère? Rien. Silence. Tu l'as pas entendu? Mais désormais, tout le monde est sur le pont à Vincennes. Vent debout contre la catastrophe qui vient et ce qu'on appelle déjà un projet de démantèlement. Tout le monde avait d'abord cru à Vincennes que l'occupation temporaire deviendrait durable et que le bail provisoire serait renouvelé. C'était compté sans la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Alice Saunier-CIT. C'était surtout compté sans la mécanique du saccage et son recours à l'état de droit. Mécanique du saccage, glossaire, l'état de droit. L'état de droit est un concept juridique, philosophique et politique qui implique la prééminence du droit sur le pouvoir politique et qui stipule que tous, gouvernés et gouvernants, doivent obéir à la loi. Oui, merci. Merci beaucoup. C'est donc au nom du rappel à la loi et au droit que l'État entreprend d'éradiquer une enclave. Exemple. Journal L'Aurore, édition du 1er juin 1977. Titre. La fac de Vincennes et la drogue. Chapeau. Ces services ayant été mis en cause, le patron des stupéfiants sort de ses gonds. Sortir de ses gonds, c'est dit d'une porte ou d'une fenêtre extraite de la pièce mécanique qui en assure le pivotement, ce qui concrètement est rare et vachement difficile à obtenir délibérément. Se dit plus souvent d'une personne donnant le spectacle d'une colère parfaitement conforme aux mécaniques du pouvoir auquel elle obéit. Chapeau. Le patron des stupéfiants sort de ses gonds et s'en prend au président de l'université où les rumeurs vont bon train. Allez bon train, se dit d'une rumeur qu'on prête à une foule anonyme réputée neutre et qui circule d'autant mieux qu'elle est copieusement et systématiquement propagée par la presse, laquelle relaie scrupuleusement les vues du pouvoir. Sous-titre. Polémique au campus. Phrase d'attaque. Alice Saunier-CIT n'a pas l'intention de fermer Vincennes Paris 8. Virgule. Cette université dont les vices priment les vertus, que les Français connaissent davantage pour ses exploits en matière d'exhibition sexologique et depuis peu dans le domaine des trafics de drogues en tout genre, que
pour ses réalisations dans le domaine des enseignements. Ouvrez les guillemets. J'appliquerai la loi, dit-elle. C'est au président de l'université de prendre ses responsabilités. Fermez les guillemets. On ne peut pas dire plus clairement que si Vincennes est devenue Ouvrez les guillemets. une ville interdite Fermez la parenthèse. de plus de 30 000 habitants, Fermez la parenthèse. où se tient ouvertement le marché des stupéfiants de la région parisienne, Fermez les guillemets, virgule, tiret. comme le secrétaire d'État aux universités l'a révélé jeudi au sénateur, Tiret. la faute en incombe à ses dirigeants élus conformément à la loi d'orientation des enseignements supérieurs. Bon, allez, fin du premier paragraphe. L'article en compte 5 et prend place dans une campagne de presse qui en comptera d'innombrables aux titres éloquents. Katmandou-sur-Marne. On m'a fait renifler du Libanais à l'Amphi 1. Vincennes, c'est le Rungis de la drogue. Paris 8, une université tuée par overdose. Vincennes, 2 points, l'overdose. La brigade des stupes autorisée à opérer à Vincennes. Faut-il brûler Vincennes? Point d'interrogation. J'aurais beau intenter, en tant que président de l'université, plusieurs actions en diffamation, Laquelle contrevient notoirement à l'état de droit. elles ne seront jamais plaidées. Jamais. La ministre se réfugiant derrière son immunité ministérielle. Ainsi, l'état de droit est-il bien pratique pour criminaliser ce qu'il s'agit de disqualifier, tout en s'épargnant d'être soi-même justiciable au titre de la diffamation? Plusieurs dispositifs assurent l'État cette impunité. Il y a immunité ministérielle, présidentielle, parlementaire, ou beaucoup plus pratique, car d'un usage tout à fait généralisable. La citation anonyme. Journal du dimanche, édition du 12 décembre 2017. 2017. Titre. Notre-Dame-des-Landes. 2 points. Comment évacuer la ZAD? Point d'interrogation. Non, comment évacuer la ZAD? Point, c'est tout. Chapeau. Le gouvernement doit trancher d'ici à fin janvier sur la construction ou non de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Quelle que soit la décision retenue, l'évacuation de la ZAD s'annonce à haut risque. Extrait. Dans leur rapport rendu mercredi, les médiateurs préconisent le Fermez les guillemets. retour à l'état de droit Fermez les guillemets. et l'évacuation de la ZAD, Fermez les guillemets. quelle que soit l'option retenue, Fermez les guillemets. et Ouvrez les guillemets. dès la décision gouvernementale, Fermez les guillemets. attendue au plus tard fin janvier donc. Au nom de la Ouvrez les guillemets. convergence des luttes, Fermez les guillemets. les pouvoirs publics savent qu'en quelques jours de mobilisation, ce ne seront pas 200, mais 1500 à 2000 personnes qu'ils devront Ouvrez les guillemets. évacuer Fermez les guillemets. Point. avant de devoir éventuellement Ouvrez les guillemets. sécuriser Fermez les guillemets. un chantier qui Virgule. préviennent d'ores et déjà des zadistes saboteurs, Des quoi? des zadistes tirés saboteurs. Mot composé. En linguistique, un mot composé est une juxtaposition de deux lexèmes libres permettant d'en former un troisième, qui soit un mot à part entière et dont le sens ne se laisse pas forcément deviner par celui de ces deux constituants. Ainsi, un garde-fou est en français un mot indépendant de garde et de fou, dont le sens de balustrade de protection sur un pont près d'un fossé empêchant de tomber ne peut être deviné. Un chantier qui préviennent d'ores et déjà des zadistes saboteurs sur les réseaux sociaux sera probablement beaucoup plus long et plus cher que prévu. Si on nous le demande, nous serons prêts. Explique sous couvert d'anonymat un haut gradé de la gendarmerie. Mais il faudra assumer la facture. Ils nous attendent. Ils se préparent à l'affrontement et on peut craindre des morts, poursuit le militaire galonné qui fait clairement la distinction entre écolo, utopiste et pacifiste et une frange radicale, proche de l'ultra-gauche. Dans les états-majors, des clichés circulent. On peut y voir des herses plantées de clous géants, des boules de pétanque hérissées de lames de rasoir, des pièges dissimulant des pieux. Des rapports évoquent la présence d'armes de chasse, d'achats d'acide, de fusées agricoles. On sait qu'ils sont de plus en plus organisés, précise ce gendarme. Ils communiquent par talkie-walkie ou par messagerie cryptée. Ils sont aussi très forts médiatiquement pour instrumentaliser le moindre incident, la moindre blessure, le moindre petit bobo. Oh. Ah, je sais pas, ça fait quoi ça? Ouais, bien sûr. Ce sont les zadistes qui sont très forts médiatiquement, ouais. Je me disais, Ouais. on aurait pu aussi traiter la question de l'état de droit, là, sous l'angle du bâti, du foncier, du droit de propriété. C'est pas con. Bah ouais. Oui, vu que ce qu'on nous reproche, nous, à la ZAD, c'est des constructions illégales sur des terrains dont on n'est pas propriétaire, oui, de ce point de vue-là, on est hors la loi.
Hors la loi qui protège la propriété privée. C'est le vol! Hors la loi qui protège l'agriculture polluante. Hors la loi qui se fout du vivant. Et on n'a pas à se cacher des lois qu'on enfreint quand ces lois sont mortifères, voilà. En plus, quand ils ont abattu la cabane au bout du chemin, là, la dernière fois, ils l'ont même pas désamianté avant. Ça non plus, c'est pas légal. En plus, c'est hyper dangereux, donc... Mécanique du saccage. Phase 2, le bourbier. La parole est à Pierre Merlin, président de l'Université de Vincennes. Oui. Alors je voudrais revenir sur la question de l'état de droit. Mais ça n'est pas ce qu'on vous demande, on est dans la phase bourbier, là. Parce que tout de même, c'est intéressant. S'agissant du transfert de l'université à Saint-Denis, université dont personne ne voulait à Saint-Denis, ni personne à Vincennes d'ailleurs, c'est bien simple, il n'y avait que la ministre qui voulait de ce transfert. Parce que ce n'était pas un transfert, c'était une mise au pas. Oui, allez, monsieur Merlin, on avance, là. Bon, eh bien, voyez-vous, l'État n'a pas cessé lui-même de commettre des infractions à la loi, qu'il était impossible de faire reconnaître comme telles. La mairie de Saint-Denis, par exemple, a déposé un recours devant le tribunal administratif. Eh bien, le tribunal a refusé de se prononcer. Il a refusé. La démolition de l'IUT de Saint-Denis n'a respecté ni le permis de démolir, qui ne portait que sur une partie des locaux, ni l'avis du comité de décentralisation. Et pour le déménagement, le recteur a choisi, sans appel d'offres ni confrontation de devis, ce qui est absolument illégal, une entreprise qui s'était déjà chargée du déménagement de Saint-Denis et qui avait fait une casse pas croyable. Le bourbier, donc. Mais quel bourbier? Il n'y a pas de bourbier! À Vincennes, pendant 4 ans, on a fait des études de site pour le transfert. On avait des projets ambitieux, et solides, et justes. Bon, au ministère, ils ne faisaient même pas semblant de nous lire. Ils disaient à la presse, nous n'avons pas reçu de proposition. Et les journalistes écrivaient ça sans contredire, ni même vérifier. Enfin, ça, on a vu déjà, hein, la presse, la diffamation. Allez, on avance. Bien. Le 1er août 1980, le déménagement a commencé. Les camions sont arrivés. En 3 semaines, ils ont tout vidé, balancé dans des caisses, les meubles, les livres, les optiques. Beaucoup de casse. Et puis le 27 août 1980, à minuit et demi, les bulldozers entrent sur le campus. Moi, je suis arrivé à 9h du matin, il y avait déjà 3 bâtiments abattus. Ils ne m'ont pas laissé entrer. J'ai escaladé une clôture, je me suis glissé dans un bâtiment à demi abattu, je marchais dans les gravats avec des appareils, je voulais faire des photos, et puis un film. J'ai les images, en Super 8. Un carnage. Le soir même, il n'y avait plus rien. C'était fini. Bah, pas tellement le bourbier, du coup. Un petit côté net et sans bavure. Moi, le bourbier, j'ai, si vous voulez. Ah bah, très bien. La parole est à Camille, de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Non, c'est terminé, monsieur Merlin. Merci beaucoup. Je vous écoute. Le bourbier, c'est quand le pouvoir entreprend d'éradiquer les radicelles et qu'il se prend les chenilles dans le bocal. Ouais, un peu laconique. Des détails, peut-être? Plein. Ça se passe en avril. C'est le temps de l'année où les végétaux déploient leur feuillage et se couvrent de fleurs pour accueillir les butineurs. C'est le temps des amours pour tous les animaux. Bientôt la naissance des jeunes qui assureront la survie de l'espèce pour les années à venir. Avril, c'est le mois que le gouvernement a choisi pour évacuer la ZAD à coups de pelleteuse et de blindés. Ils ont défoncé les jardins permacoles. Les potagers, les cabanes réduits en bouillie, le sol tassé par des engins de plusieurs dizaines de tonnes et en dessous, une foule de batraciens, de micro-mammifères, des hérissons, des campagnols, des musaraignes. Dans quel état? On s'est renseigné sur la composition des grenades lacrymogènes. Ils en ont balancé des centaines. Dedans, c'est du 2-chlorobenzylidène malonitrile. C'est hyper toxique pour tous les organismes de faible masse corporelle. C'est sûrement mortel pour les oiseaux, les insectes, les amphibiens, les chauves-souris. Les chauves-souris. La pipistrelle commune, par exemple. Elle pèse 5 grammes.
C'est quoi 5 grammes? C'est rien. Vous imaginez pour elle l'onde de choc des grenades de désencerclement? Parce qu'on s'est renseigné sur ça aussi. Ces grenades-là, elles génèrent un impact de 150 décibels. Et puis les grenades lacrymogènes, elles diffusent chacune un gaz irritant qui peut couvrir jusqu'à 800 mètres carrés. Puis je vous parle même pas des 48 000 capsules en plastique contenant les gaz. Des centaines de milliers de fragments de plastique disséminés un peu partout pour des centaines d'années. Non! Dans une des cabanes qui a été détruite, il y avait un nid de chouette hulotte. Elle avait pondu. Et la cabane était pour cette raison précise délaissée par son habitante humaine qui voulait pas déranger l'oiseau. On va pas y arriver. C'est fini là, on a fini là, non? Ah bah non, on n'a pas fini, non. Il reste mécanique du saccage, phase 3. Phase 3? La normalisation. Ok, bah merci. Bon bah c'est pas compliqué de toute façon. La normalisation. La normalisation, c'est quand ça joue. C'est quand ça joue plus. Voilà. C'est quand il n'y a plus de jeu. Mais qu'il n'y a plus de jeu non plus. Quand ça joue plus. Voilà. C'est pas clair. Oui, bah merci, vas-y toi. Mais la normalisation, c'est la mise au pas. La régularisation à marche forcée. Et dans le transfert, Vincennes a tout perdu ce qu'il faisait Vincennes. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais la fac a gagné des couleurs. Écoute ça. Les couleurs des murs et des portes associent mauve, vieux rose, jaune canari, bleu turquoise et vert pomme. L'effet n'est pas toujours heureux, mais la grisaille est bannie. Ruth Elkrieff, et oui, elle déjà, signe dans Le Monde un très joli petit article sur le transfert à Saint-Denis le 23 août 1980. Le nouveau site est prévu pour 10 000 personnes. Nous, à Vincennes, on avait 32 000 étudiants, plus les 1000 personnes qui travaillaient là. Comment on fait? On se débarrasse d'abord des non-bacheliers, puis de la crèche, de la maternelle, des équipements sportifs, du restaurant universitaire. Comme on se débarrassera bientôt de tout ce qui faisait l'esprit de Vincennes. Fallait élaguer les branches mortes, avait dit le recteur. Nous, on n'a su ni résister, ni s'accorder. Il fallait pas négocier. Arrête de ressasser. Il fallait pas rendre la route des chicanes. On pouvait tenir. On avait tenu déjà. Pendant l'opération César, avec les flics partout, les checkpoints, on s'en fout. Mais l'opération César, c'était il y a des années. On a pris de l'âge depuis, on change, tu sais bien. Ouais, on était devenus plus nombreux. On aurait été plus forts. On aurait tenu pendant des semaines. En s'armant s'il le fallait. Tu réécris l'histoire là. Ils n'ont pas réécrite l'histoire. Eux, ceux de l'Ouest. Alors, le mouvement a décidé de rouvrir la route des chicanes. Mais putain de purée! Quel mouvement? Dans quelle assemblée? L'assemblée des usages. Eh ben ouais, l'assemblée des abusages. Parce que sans déconner, c'est quoi ce paravent unitaire de merde? Alors que c'est les plus installés qui ont décidé d'offrir la ZAD au pouvoir. Les cabanes à l'abattoir. Nous, à Vincennes, pareil, on n'a pas su surmonter nos contradictions. Ouais, mais je t'ai rien demandé, j'en ai rien à foutre de tes leçons, mon vieux, là. Mais attends, je comprends que tu sois plein d'amertume, mais je te permets pas de me parler sur ce ton. Ah d'accord. Parce que t'as été le président d'une université de gauchistes où on passait son temps à discourir sur des révolutions de salon, tu crois que t'as des trucs à m'enseigner? Tu te calmes, Camille, là. Je m'appelle pas Camille, je suis pas Camille. Moi je suis pas Pierre Merlin. Ah bah voilà. Plus personne n'est personne. On ne joue plus. Vincennes n'est plus Vincennes. La ZAD n'est plus la ZAD. On ne joue plus.
puis n'hésitez pas à repasser, hein. Nous, de toute façon, on bouge pas. On est là. Ça va péter là, non? Viens t'asseoir plus près du feu. Oh non, pas besoin, ça me chauffe de parler comme ça. Regardez, les gendarmes s'en vont. Avec la nuit qui arrive, ils peuvent plus filmer grand chose. Tu crois qu'ils font quoi avec leurs vidéos? Ils se les passent à la veillée, en famille, pour rigoler. Que tu parles. Ils doivent pas rigoler beaucoup. Je serais pas fière à leur place, moi. Puis j'échangerais pas mes soirées avec vous contre les leurs. J'aurais jamais cru que ça faisait ça. Que ça chauffait comme ça à l'intérieur. De parler en groupe, fort quoi. Puis de dire vraiment les choses. Qui est-ce qui parle ce soir? C'est toi? Ah bah non, mais moi j'ai parlé hier soir sur le Rojava, tu sais bien. Ah non, mais hier soir je pouvais pas être là, je m'occupais de ma petite fille pendant que sa mère était avec vous. Elle m'a impressionné, hein, Lola, elle en sait des trucs. Lola, c'est ta fille. Mon aîné, oui. Mais pourquoi t'as parlé du Rojava? Parce qu'ils nous ont envoyé un message de soutien. La vidéo, tu l'as pas vue? À des milliers de kilomètres, comme ça fait quelque chose quand même. Hein. Si, la vidéo, je l'ai vue de Syrie. Bah là où oui. il y a la guerre. Et puis Daesh. Bah en plus. Alors l'Assemblée Générale m'avait désigné pour faire un exposé. J'ai bossé. Hein. Un mandat impératif. Et révocable. Il n'y a pas eu besoin, elle était parfaite en exposé. C'était un peu trop long, je crois. T'as vu, il y a plein de gens qui sont partis avant la fin. Non, ça c'est parce qu'ils étaient pas d'accord. C'est quand même bien marqué politiquement ton truc. Bah, attends, il y a un moment donné, il faut bien dire les choses. Tu vas faire comment, toi, avec ton exposé? Sûr? Le Chiapas, parce qu'on a aussi reçu un message de soutien de là-bas. C'est en Amérique du Sud, ça. Centrale, en Amérique centrale. Et c'est des qui gagnent ou des qui perdent? Parce que moi, vos histoires d'exposés, là, en fait, ça me mine. Celui sur la commune de Paris, là, j'en suis toujours parmi. La semaine sanglante, j'en fais des cauchemars maintenant. Avec les blessures de guerre qui sont en train de nous faire, les gueules cassées, les mains en vrac, vous allez voir, on va finir pareil, dans un bain de sang. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Faut pas voir tout en noir comme ça. De toute façon, là, ils peuvent rien faire. On est sur un terrain privé, ils ont pas le droit de nous virer. Le droit, comme si c'était la question. Ils ont pas le droit non plus de tirer au LBD à hauteur de visage, et puis tu vois. Moi, c'est vrai que j'y vais plus dans les manifs, hein, j'ai trop peur. Moi, c'est pour Lola que j'ai peur, elle y va tous les samedis. Moi, je suis sûre qu'elle est très prudente, tu sais. Elle est prudente, c'est sûr, elle est rodée depuis le temps qu'elle vadrouille d'une ZAD à l'autre. Ah oui, hier, elle nous a parlé de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et puis Sivins, et puis Bure. On ne défend pas la nature, on est la nature qui se défend. Depuis qu'elle a la petite, elle est revenue à la maison, mais tu peux pas la tenir. Ça lui tient tellement à cœur, c'est tellement grave, et puis c'est tellement important ce qu'ils essaient de faire. Nous aussi, on essaie. Et alors c'est des qui gagnent ou des qui perdent? Qui ça? Les chiapatistes. Les zapatistes. Je rigole. Mais tu vois, ça va mieux. Enfin, je sais pas si on peut encore les appeler des zapatistes, parce que ce qu'ils font, ça vient du zapatisme, c'est sûr, mais ça a évolué. Mais t'as pas répondu? Et quoi? C'est des qui gagnent ou des qui perdent? Mais je sais pas, c'est des... qui durent. C'est déjà ça.